finalement, et on se retrouve avec la transition devant une situation plus ou moins similaire. Les élections, puisque nous l'avons, la décision vient du Mali, le Mali n'a qu'à l'appliquer, sinon il y a un problème. Quel est le problème de la France? Et puis cette histoire de Wagner, qui est une manière de nous impliquer dans cette guerre froide qui, si tant est qu'elle avait disparu, renaît de ses cendres. Donc, ça dépasse l'entendement. Il est déjà, sa première visite en Afrique en 2017, c'était la même direction, Gao, auprès des soldats tricolores, et sans passer par Bamako, sans s'arrêter à Bamako. Pourquoi s'arrêter à Bamako? Puisqu'il est en territoire conquis. Et arrivé là-bas, c'est de Gao qu'il s'est adressé au chef d'État, en leur disant qu'il n'est pas question que les soldats français viennent mourir pour nous ici. Il a prévenu tout le monde, y compris l'Algérie à l'époque. Et cette fois-ci, daigner s'arrêter à Bamako, et je me félicite, ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux, si telle est vraiment la décision des autorités de la transition, et ça fait chaud au cœur de savoir que ce ne sera pas une entrevue, une sorte de tête-à-tête entre lui et le président Assimi Goïta, et que ce n'est pas lui qui définit le contenu de la rencontre. On résiste et on ne peut pas faire autrement, on ne devrait pas faire autrement, parce que l'Afrique entière nous regarde ce qui se passe ici. L'Afrique entière en a jusqu'ici de ce mépris intellectuel, mépris politique, j'en ai déjà parlé ailleurs, c'est un mépris souverain. C'est ça la caractéristique de ces relations avec l'Afrique. Par rapport à l'Algérie, même à l'Autriche, il est revenu à de meilleurs sentiments après des colères. Mais pourquoi au Mali devrait-il se comporter autrement? Il ne reconnaît pas, c'est-à-dire lui n'a pas le sentiment, que je l'entendais dire dans son discours, qu'il a parfois parlé d'une certaine manière. Mais il ne s'agit pas du Mali, parce qu'il peut se permettre de dire tout à propos du Mali. Mais surtout, il ment de manière éhontée. Il sait très bien, lui comme son prédécesseur et François Hollande, ils savent très bien que cette guerre leur était nécessaire, qu'il s'agit de se repositionner dans leur ancien précaré face à d'autres, puisqu'il s'agit aujourd'hui de la ruée vers les ressources stratégiques de l'Afrique, vers les marchés. Donc quand ils disent que l'Afrique c'est leur avenir, c'est dans ce sens-là. Alors si l'Afrique est leur avenir et qu'ils sont en terrain conquis, pourquoi ne pas venir s'imposer? C'est heureusement que nombreux sont les Africains maintenant qui disent non. Et vraiment je rends un vibrant hommage à cette jeunesse qui a décidé de résister, de ne plus raser les murs. À partir de maintenant, on sait, tout le monde a compris. Je ne sais pas comment il va se débrouiller. Il faut qu'il sache qu'on sait qu'il ment. Nous sommes dans toute cette situation du fait de mensonges d'État successifs. Ça, c'est pour sa visite. Et quant à Barkhane, moi, je ne parle pas de retrait de Barkhane. Là encore, on est dans... C'est un retrait en trompe-l'œil. On vous demande, on vous dit, vous avez fait 8 ans. Nous avons des milliers de morts. Vous étiez venus pour vite fait, bien faire, neutraliser les djihadistes. Bon, ils poussent d'année en année et la situation est devenue incontrôlable. On vous dit, s'il en est ainsi, et partez. Certains pensent que s'ils partent, mais en fait ils sont restés avec les résultats qu'on sait. Pourquoi insister pour qu'ils restent davantage? Moi je me souviendrai toujours de ces propos de François Lecointre, le chef d'état-major qui est parti. Il a parlé de 20 ans. Et c'est ça qu'ils ont passé, les États-Unis ont fait 20 ans en Afghanistan pour les résultats qu'on voit. Mais eux là n'ont pas envie de partir et les derniers propos d'un sénateur, je n'ai pas vérifié son nom, il l'a dit, on l'a partagé,
Lui, il dit qu'il n'est pas question, que la France a vocation à rester au Sahel et qu'il n'est pas question de partir du Sahel. Et l'extrême droite, je dis que c'est schizophrénique, quoi. Cette droite dure et cette extrême droite qui ne veulent pas des Africains en image dans leur pays, c'est eux qui veulent se maintenir militairement. C'est pour ça que je fais le lien entre extrême droitisation et maintien de l'ordre. C'est une manière de maintenir l'ordre et dans le sens de leurs intérêts. Même pas, quand ils parlent de valeurs, ils parlent surtout des intérêts de leurs multinationales qui sont en guerre. Et quand vous voyez les contours de cette guerre, et quand on nous parle de communauté internationale, tu te dis, mais c'est quoi la communauté internationale? Et quelle est la nature et la cohésion de cette communauté internationale? Quand on sait ce qui s'est passé avec les sous-marins, ce n'est pas une communauté d'intérêt. Quand on sait ce qui se passe aujourd'hui entre la France et la Grande-Bretagne dans le cadre du Brexit, ce n'est pas une communauté d'intérêt. Quand on sait que même l'Allemagne, qui est disons, l'allié de la France ici dans cette guerre, parce qu'elle a embarqué l'Allemagne dans cette guerre pour ne pas donner l'impression qu'on est en néocolonie. Donc, l'Allemagne aussi défend ses intérêts. Ils ne sont pas d'accord sur tout. Alors, donc, c'est pour ça que l'éveil des consciences, le temps de cet éveil est venu, les faits se succèdent et nous aident à comprendre chaque jour davantage que nous pouvons nous défendre, nous devons nous défendre. Dans le cadre de la bataille des idées, les meilleures armes pour nous en ce moment, ce sont nos idées. Déconstruire leurs mensonges et encourager les Africains à penser leur propre destin dans le cadre d'un ordre mondial cynique qui a cruellement besoin de nos ressources, mais qui ne veulent pas de nous là-bas. L'Afrique sans les Africains. Donc quand on dit on retire Barkhane, on maintient 2000 soldats, et d'ailleurs on va africaniser, on va vous laisser à vous, Africains, le soin de combattre les djihadistes, on va vous aider à les combattre comme si vous-même vous les avez combattus, vous avez eu gain de cause ailleurs. Donc ce n'est pas un retrait, c'est une manière de se maintenir et en faisant le minimum de morts français possible. Comme je l'ai toujours dit, ils voudraient des guerres sans mort de leur côté. Mais peu importe le nombre de victimes du côté des peuples qu'ils considèrent comme inférieurs. Donc, voilà, je pense que... Il a parlé de réforme éducative et monétaire, tu peux répondre à ces questions. Bon, et l'adaptation de la démocratie. Non, la démocratie, on en a parlé sur le ouais. On a dit que la démocratie représentative a échoué. En tout cas, tel qu'on l'a pratiqué chez nous, ça ne marche pas. Et la démocratie maintenant participative, que certains préconisent, il y a d'autres qui disent qu'il faut faire très attention, dont Taoufik. Parce que ça peut amener au régionalisme ou même au tribalisme. Oui, oui, je lui donnerai la parole après. Alors, quant aux réformes monétaires, moi je ne connais pas de réforme, je parle d'alternatives monétaires, pas de réforme. Le franc CFA, on ne peut pas le réformer, il faut le changer. Et c'est pourquoi nous nous battons pour une monnaie de la CEDEAO, pour mettre le franc CFA au musée des antiquités. Voilà, donc il y a pas, pour moi, il n'y a pas de. Ce n'est pas un problème de réforme, c'est un problème d'alternative économique. Taoufik, tu veux parler? Oui. Sur la démocratie? Non, non, c'est bon. C'est bon. Alors, il y a d'autres questions. Ils ont voulu faire signer, tu sais que c'est le refus par ATT de signer des accords de qui a contribué à faire le malheur du Mali. Et ensuite, ils ont joué ils viennent de faire ça avec les chefs d'État du Maghreb, avec les réactions qu'on fait avec l'Algérie. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Non, mais justement, les pays maghrébins sont divisés, c'est la question. Notre gourou tunisien
a discrètement signé avec l'Italie et la France. En tout cas, il a abdiqué face aux menaces quand la France avait décidé de réduire le nombre de visas. Le nombre de visas, de moitié ou plus pour les Algériens, les Marocains et les Tunisiens. Les Algériens ont réagi de façon assez violente et assez dure, comme d'habitude. Les Marocains obtempèrent et les Tunisiens aussi. Sauf que dans le cas de la Tunisie, la position officielle jusqu'en 2019, c'était de ne pas accepter le retour des migrants une fois qu'ils sont sur place, une fois qu'ils sont en Europe. C'est la responsabilité des Européens et ils refusaient de donner des laissez-passer pour les ramener. Ça, c'était la position du vieux qui est décédé. Celui-ci qui dit détenir son pouvoir du peuple, eh ben, non seulement il a éliminé l'Assemblée nationale, mais il a signé des accords de réadmission au nom du peuple qui représente son peuple. Et du coup, on a toutes les semaines des charters. Il y a un aéroport dans le nord-est du pays qui était fermé à cause de la crise, qui a été réouvert juste pour rapatrier dans la discrétion les migrants d'Italie et de France, et avec l'espoir qu'ils ont que le nombre de visas réaugmente. Comme si les jeunes attendent des visas, ils n'attendent plus de visas puisqu'ils partent sans. Le souci, le problème, et le problème soulevé par beaucoup d'organisations sur place, c'est de dire, en même temps qu'on a des migrants qui partent par la mer, on a aussi des centaines. On a par exemple près de 1000 médecins, quelquefois des chefs de service qui quittent les hôpitaux pour aller en France, en Italie ou en Allemagne, puisqu'il y a une forte demande, les infirmiers, etc. Tous les cadres médicaux qu'on a formés, quelquefois qui ont une expérience de 10, 15, 20 ans, partent. Ceux-là, on n'en parle pas. Ceux-là, on n'en parle pas, on leur donne, on leur met le tapis rouge et on les attire, on les accepte et on facilite leur accueil. Les autres, on les chasse et on les pourchasse. C'est une approche élitiste de l'immigration. Pardon ? C'est une approche élitiste de l'immigration. Non, c'est la devise de Sarkozy, l'immigration choisie. On prend votre crème et on vous balance le reste, votre sauce, voilà. Et beaucoup de personnes ont dit il faut une approche globale. Nous devons absolument dire ok, nous avons des ressources humaines que nos systèmes éducatifs ont fabriquées, ont produit, ont formé, et que beaucoup d'entre eux, on n'a pas les moyens de les employer. Mais on les a formés. On a dépensé des ressources dans leur famille, dans les écoles, dans les lycées, dans les universités et dans les lieux où ils ont travaillé, mais au moins accepter pour chaque médecin, pour chaque professeur, pour chaque haut diplômé, disons, accepter un certain nombre de travailleurs non qualifiés. Et que ça pourrait commencer par la régularisation de ceux qui sont déjà là, progressivement. Mais le problème, c'est que dans le rapport de force que la France a réussi à instaurer entre nos deux pays, eh ben ça ne passe pas. On leur dit non, vous rêvez, ça c'est un acquis, et le reste, démerdez-vous. Et l'Italie fait la même chose. Donc mais il y a quand même un mouvement assez fort. Les migrants, un peu comme au Sénégal d'ailleurs, ils sont assez organisés pour s'exprimer sur ces questions-là. Mais ce que je voulais dire, c'est pas seulement ça, si tu permets, Monsieur le Président.
Je peux, à la suite de ce que disait Boris, c'est que je pense, Boris, qu'il y a deux éléments dont il faut tenir compte pour comprendre, disons, l'attitude, bien sûr, mais aussi le débat politique interne français. C'est que je pense effectivement que les Français ont un profond sentiment de déclassement dans le monde et que ils vivent très mal que les avantages qu'ils avaient depuis des siècles, ils ne les ont plus de façon automatique. Et ils vivent très mal, évidemment, la concurrence qu'il y a au niveau mondial avec différentes autres forces. Donc leurs attitudes, en fait, c'est un symbole d'une faiblesse historique qu'ils vivent très mal. Et c'est une faiblesse. La deuxième chose, c'est ça, c'est marquant. C'est cette absence totale d'esprit de responsabilité historique. La France comporte en tout 6 millions de musulmans. 6. Hein? Et demi. C'est rien du tout par rapport à d'autres pays occidentaux. C'est rien du tout. Et ensuite, la plupart d'entre eux sont musulmans, sont français. Français. C'est-à-dire, théoriquement, ils ont les mêmes droits. Mais la France n'arrive pas à assumer que ce n'est pas... on ne va pas, pendant des siècles, aller jouer à l'Empire dans les autres parties du monde, dans les autres sociétés, dans des sociétés des fois lointaines de plusieurs milliers de kilomètres, et du jour au lendemain dire non, il n'y a pas de problème, c'est fini. C'est fini, ça n'a aucune conséquence, et que ceux qui sont là doivent s'assimiler ou disparaître. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Migration, ça dérive, il faut... Voilà, finalement, ces gens-là sont le début du grand remplacement. Puisqu'ils ne s'assimilent pas, c'est le grand remplacement. Ils ne s'assimileront pas. Ils ont leur cheminement interne. Ils peuvent même être polygames. Ils n'en ont rien à foutre de la France. C'est leur cheminement personnel, culturel, le bagage par lequel ils sont venus. Et ils n'ont pas à obéir à aucune injonction de qui que ce soit. C'est l'histoire. Ils sont le résultat d'une relation asymétrique entre ce pays et leur pays. Et ils sont là, ils doivent vivre leur vie. Mais ils ne sont pas là pour s'adapter à ce que voudrait M. Sarkozy ou M. Zemmour ou je ne sais quoi, ou à évoluer au rythme de M. Dupont. Non, ils vivront leur vie, y compris familiale, leur tradition, telle qu'ils l'entendent. La deuxième chose que je voudrais... La deuxième chose que je voudrais signifier, c'est que, et c'est lié à la première, c'est que la France est une bataille d'existence. La France est dans une bataille d'existence. C'est quoi ça? Oui, je dis que la France est dans une bataille d'existence. Existence par rapport à l'Allemagne, où elles se sont déclassées à l'intérieur même de l'Union européenne. Existence par rapport, bien sûr, aux États-Unis, existence par rapport à la Chine, par rapport à la Russie, sur tous les terrains, elle a l'impression, partant de cet état de faiblesse qu'elle vit de l'intérieur, elle a l'impression qu'elle doit exister coûte que coûte. Et alors que d'autres pays, comme l'Angleterre, ce que disait Boris, réagissent en établissant des accords, en attirant des étudiants étrangers, toute une série de dispositifs de ce genre, même si on les conteste par ailleurs. Mais la France choisit les actes d'autorité. Et pour moi, les accords, le militaire, l'option militaire, est un acte d'autorité impériale, mais qui cache
ce désir d'exister, hein, et cette angoisse existentielle, absolument, absolument. Non, je voulais dire ça.